Je remercie les organisateurs pour leur invitation pour parler des nouveaux traitements de l'hépatite C et compte tenu de la thématique du colloque, j'ai souhaité lui donner un sous-titre « Pourquoi et comment traiter les usagers de drogue en 2014 ?» Alors pourquoi traiter? À mon sens, il y a deux raisons majeures. La première, c'est que l'hépatite C est une maladie potentiellement grave parmi les usagers de drogue. Et la seconde serait que le traitement de l'hépatite C contribuerait au contrôle de l'épidémie avec, bien entendu, la prévention et le dépistage. Pour ce faire, je vais bien entendu utiliser la littérature récente, mais aussi un travail personnel qui a été mené à Lille dans le XAPA du docteur Arbonnier en 2011, et dont l'objectif était l'évaluation de l'hépatite C, mais aussi de ses comorbidités. Pour ce faire, nous partions du principe que l'usage de drogue était à l'origine de contamination virale, mais qu'il existait aussi une intoxication volontiers associée par l'alcool, que l'ensemble de ces facteurs contribuaient à la constitution de la fibrose hépatique susceptible d'évoluer vers la cirrhose du foie. Et donc, à l'ensemble de la file active, pendant un petit peu plus d'un an, nous avons administré un questionnaire au sujet, plus un questionnaire audit. Nous avons dépisté de façon systématique le bilan hépatique et les différentes sérologies virales, et chaque sujet a bénéficié d'un fibroscan par élastométrie. Donc 514 sujets usagers de drogue ont été inclus sur une année, 495 disposaient d'un fibroscan interprétable et 406 d'entre eux avaient une sérologie complète et avaient utilisé au moins une fois dans l'existence soit la voie intraveineuse, soit l'inhalation nasale. Il s'agissait de 82% d'hommes et dont l'âge moyen était de 36 ans. Eh bien, pendant cette période d'inclusion, qui a duré un petit peu plus d'un an, nous avons malheureusement enregistré 10 décès parmi les 495 patients inclus, donc 2% de la file active. Et vous pouvez constater sur ce tableau que 4 d'entre eux étaient secondaires à une maladie du foie, à l'insuffisance hépatique. Ils étaient tous les 4 porteurs d'une cirrhose dépistée par élastométrie, tous les 4 porteurs du virus de l'hépatite C. 3 d'entre eux avaient une consommation d'alcool très significative. Par conséquent, ça a été une surprise pour nous. L'insuffisance hépatique était la première cause de décès dans cette file active et représentait 40% des cas avec un âge médian, vous le voyez, particulièrement jeune, de l'ordre de 45 ans. Alors, le second argument fort, à mon sens, pour justifier le traitement de la population des usagers de drogue, c'est que le traitement contribuerait au contrôle de l'épidémie. Vous avez ici rapporté les prévalences chez les usagers de drogue dans les deux études Coquelicot 2004 et 2011. 60% des usagers de drogue étaient positifs en 2004, 44% en 2011, une baisse par conséquent de 25% de la prévalence du virus de l'hépatite C dans cette population entre 2004 et 2011 en France. Et de façon un petit peu plus détaillée, si l'on détaille par tranche d'âge, vous constatez que le virus de l'hépatite C est très présent dans la tranche d'âge des plus de 40 ans, qui est majoritaire en XAPA, donc plus de 60%, mais on a assisté ces dernières années à une baisse de la prévalence parmi les sujets les plus jeunes, avec parmi les moins de 30 ans, 9% de sujets VHC positifs. Alors, quelles sont les hypothèses qui pourraient expliquer cette évolution de prévalence? La première d'entre elles, à mon avis, ce serait un moindre recours à l'injection, impact majeur des traitements de substitution. Vous le voyez, parmi ceux qui avaient débuté l'usage de drogue avant 1995, avant les traitements de substitution, 73 d'entre eux étaient injecteurs, 47% dans la tranche d'âge parmi ceux qui avaient débuté après 1995. Deuxième hypothèse, des pratiques d'injection peut-être moins à risque, et là ça souligne l'importance des programmes d'échange de seringues et d'éducation des usagers de drogue depuis maintenant une vingtaine d'années.
La prévalence globale de l'infection du virus de l'hépatite C dans notre étude est de 47%. Parmi les injecteurs, elle était particulièrement élevée, vous le voyez, 72%. Mais si l'on détaille là encore, selon le début, avant ou après le début des traitements de substitution, vous avez 85% des usagers de drogue qui étaient contaminés s'ils avaient débuté dans les années 70 ou 80 ou au début des années 90, et 45% s'ils avaient débuté au-delà de 1995. Autrement dit, avant 1995, la contamination par le virus de l'hépatite C était quasi automatique. Depuis, très probablement lié à un phénomène de raccourcissement de la période d'usage de drogue par voie intraveineuse, un grand nombre d'entre eux sont encore contaminés, mais il est possible de ne pas d'échapper en quelque sorte à la contamination par le virus de l'hépatite C. Et point important, 7% de ceux qui n'ont jamais injecté ont été contaminés par le SNIF. Troisième hypothèse, c'est celle qui justifie la présentation de ce jour, c'est le traitement de l'hépatite C chez les usagers de drogue. Et je pense qu'il faut souligner l'impact probable du traitement de ceux qui ont l'hépatite C sur l'incidence du virus de l'hépatite C parmi ceux qui, bien entendu, ne l'ont pas. Vous voyez ici l'évolution des traitements depuis 25 ans de l'hépatite C, du taux de succès que l'on obtient. L'aventure a commencé en 1989. À l'époque, on ne disposait que de l'interféron qu'on utilisait pendant 6 mois, qui donnait 6% de guérison. Un premier seuil majeur a été franchi en 1998 avec l'introduction, l'arrivée de la ribavirine, qui a permis d'obtenir 40% de guérison, toute population confondue. Une deuxième avancée majeure est survenue près de 15 ans plus tard, en 2011, avec les antiprotéases de première génération, qui ont permis d'atteindre 75% de guérison de la population des sujets atteints d'hépatite C. Et puis, vous le savez, sont arrivés les traitements dits de deuxième génération, qui autorise quasiment de 90 à 100% de guérison, et ces traitements sont disponibles depuis le début de l'année 2014. Et je voudrais souligner le fait que la France, parmi les pays d'Europe, est celle qui, depuis 20 ans, a fait le plus d'efforts en matière de traitement d'hépatite C, toute population confondue, mais très probablement aussi chez les usagers de drogue. Vous le voyez, 16% de la population prévalente avait été traitée en 2005, alors que les autres pays d'Europe étaient loin derrière. Alors, pour argumenter le fait que le traitement de la population pourrait freiner les nouvelles contaminations, je voudrais utiliser un travail de modélisation australien qui a été publié l'an dernier, qui est un petit peu difficile à comprendre, mais que je vais essayer de résumer. Il essaye de faire le lien entre la diminution de la prévalence sur une période de 15 ans, en prenant différentes hypothèses, diminution d'un quart de prévalence, la moitié de la prévalence ou les 3/4 de la prévalence, avec la proportion de sujets devant être traités chaque année. 20, 40, 60, 80, 100, 120 ici, c'est sur 1000, donc il faut retenir 2%, 4%, 6%. Et voilà. Et vous voyez que l'effort à fournir dépend, il est d'autant plus important que la prévalence est élevée. Vous avez 3 villes qui avaient été sélectionnées, Édimbourg, Melbourne et Vancouver. Si vous voulez obtenir sur 15 ans une diminution de la moitié de la prévalence à Vancouver, par exemple, eh bien, vous devez traiter chaque année 8% de la population. Et si l'on assimile la France à la situation intermédiaire, on l'a vu, on a une prévalence en France autour de 50%, eh bien, qu'on a assisté entre 2004 et 2011 à une baisse de 25%, on peut assimiler qu'il faudrait une quinzaine d'années pour obtenir une baisse de la moitié de la prévalence. Eh bien, la situation française s'apparaîtrait à celle-ci, c'est-à-dire que si l'on traitait, et c'est peut-être ce que l'on fait, mais évidemment, je n'ai pas de chiffres, 4% chaque année des usagers de drogue porteurs du virus de l'hépatite C, eh bien, on peut espérer une baisse de prévalence d'environ la moitié sur une quinzaine d'années. Alors, pourquoi traiter? On l'a vu, mais alors comment traiter? Je voudrais dans un premier temps ne pas souligner les limites de l'interféron. Vous savez que l'interféron, c'est le traitement qu'on a utilisé, dont on a bénéficié pendant près de 20 ans. Dans un second temps, voir avec vous les résultats des nouveaux traitements.
et préciser les accès, notamment en ce qui concerne les usagers de drogue, avec certaines avancées, mais aussi, on le verra ensemble, un recul. Alors, quel est le profil dans notre travail en 2011 des patients traités par interféron? Vous voyez que sur 406 patients, 192 présentaient des anticorps antivirus C positifs, ça faisait 47%, et la moitié d'entre eux étaient ARN positifs. L'idée, c'était de proposer le traitement à tous ceux qui le souhaitaient, et vous le voyez, que ce soit les médecins ou les patients, ont privilégié les traitements des génotypes réputés les plus faciles. Vous savez que la sensibilité à l'interféron pour les génotypes 2 et 3 est meilleure. Eh bien, vous voyez que 100% des patients porteurs des génotypes 2 se sont vus proposer un traitement et ont débuté le traitement, et 70% des patients ayant un génotype 3 se sont vus proposer un traitement, alors que le génotype 1 réputé difficile, alors qu'il est devenu au fil des années le principal génotype que l'on rencontre en centre, ne s'est vu proposer un traitement où le patient n'a accepté le traitement compte tenu de la durée prévisible que dans 30% des cas. 16% de la population était cirrhotique et 25% des cirrhotiques se sont vus proposer un traitement ou ont débuté un traitement. Donc il y a un effort, que ce soit de la part des médecins ou des patients, en faveur néanmoins des patients cirrhotiques. Alors, si l'on regarde les résultats finalement de ce qu'on a obtenu, on avait 90 sujets ARN positifs, 13 ont été perdus de vue d'emblée, 12 n'ont pas voulu entendre parler de suivi, donc 65 ont accepté la prise en charge, 57 de ces 90 ont été vus par un hépatologue, et à peu près dans 2 tiers des cas, un traitement a été instauré. Un peu plus de la moitié des cas, le traitement a été complet, on a obtenu 11 guérisons. Dans 11 cas, malheureusement, le traitement a été mal supporté, il a dû être interrompu. Néanmoins, une guérison a été relevée et les résultats sont encore indisponibles pour 6 d'entre eux. Alors vous voyez, malgré une démarche très volontariste, à peu près un sujet sur 3 démarre le traitement et à peu près un sujet sur 3 de ceux chez qui on démarre le traitement, malgré le fait que la majorité d'entre eux avaient des génotypes plutôt favorables, sont guéris. Donc l'interféron n'a pas été un mauvais traitement, mais il faut bien reconnaître que dans la population des usagers de drogue, il est quand même très difficile à utiliser. Alors, 2014, c'était l'année vraiment de la révolution. Vous avez, alors que l'on a été très pauvre en molécules pendant une quinzaine d'années, il y a maintenant, je dirais presque le trop-plein. Vous avez différentes classes médicamenteuses, vous avez une soixantaine de molécules en expérimentation. Et actuellement, on a une AMM pour le sofosbuvir, une deuxième AMM pour le ciméprevir et un traitement disponible en ATU, on va en reparler, le daclatasvir, et 10 molécules devraient être commercialisées dans les mois ou les années qui viennent. Alors, le sofosbuvir, le Sovaldi, à l'AMM depuis janvier 2014 pour les patients, pour tous les génotypes. Tous les patients sont éligibles à ce traitement. Simplement, on propose l'association avec la ribavirine et le PEG-interféron pendant 12 semaines, ou bien la ribavirine seule en association avec le Sovaldi sans interféron pour 24 semaines dans les génotypes 1, 4, 5, 6. Le génotype 2 resterait le génotype le plus facile avec simplement une association Sovaldi-ribavirine pendant 12 semaines. Les résultats avec le génotype 3 sont paradoxalement un petit peu moins bons, on va en reparler, que ceux qu'on obtenait avec l'interféron. Auparavant, lorsque l'on traitait les patients par interféron, c'était le génotype 1 qui était le plus difficile à traiter. Désormais, ce serait probablement le génotype 3. Et le Sovaldi était indiqué dans le cas de son AMM pour les patients en attente de transplantation hépatique, en association avec la ribavirine, jusqu'à la transplantation hépatique. Mais très vite, l'association à l'interféron ribavirine a été rendue caduque dans la mesure où, depuis mai 2014, on peut associer au sofosbuvir le ciméprevir, et dans le cas de l'ATU de cohorte, on peut associer au sofosbuvir le daclatasvir. À l'heure actuelle, donc, on a 3 molécules
qui domine la prise en charge, avec le sofosbuvir qui est au cœur de l'association. Le siméprévir n'est utilisable que chez les patients de génotype 1 et génotype 4, alors que le sofosbuvir et le daclatasvir sont utilisables quels que soient les génotypes. Voici les recommandations de l'Association française pour l'étude du foie de mai 2014 concernant les différents génotypes, et vous constatez que sur la base d'études relativement récentes, les taux de guérison sont presque toujours supérieurs à 90%, y compris, vous le voyez, lorsque les patients avaient reçu antérieurement les antiprotéases de première génération. Ce qu'il faut signaler toutefois, c'est qu'il existe encore de nombreuses incertitudes, notamment sur les durées de traitement. Dans certains cas de figure, on ne sait pas si 12 ou 24 semaines est la meilleure durée de traitement à proposer. Et un certain nombre de propositions thérapeutiques reposent davantage sur des, comment dirais-je, des hypothèses que sur de véritables études. En ce qui concerne le génotype 3, vous le voyez, alors le génotype 2, les résultats sont excellents. En ce qui concerne le génotype 3, il y a quelques sous-groupes de patients dont les résultats ne sont pas aussi excellents qu'on aurait pu l'espérer, avec 62% chez les patients rechuteurs qui avaient été traités par sofosbuvir et ribavirine, par exemple. Alors, l'accès aux nouveaux traitements chez les usagers de drogue a bénéficié d'avancées indiscutables. La première d'entre elles, c'est les TROD, les tests rapides d'orientation diagnostique, qui ont levé un petit peu l'obstacle que représentait le prélèvement veineux, souvent difficile chez ces patients. La deuxième avancée majeure ces 4 ou 5 dernières années a été la diffusion de l'élastométrie, y compris en XAPA. Et la troisième avancée majeure a été la possibilité de traiter donc les patients usagers de drogue sans avoir recours à l'interféron. C'est ce qu'on appelle les traitements interféron-free. Mais il faut bien constater que la prescription de ces nouveaux traitements est contrainte. La loi de décembre 2013 faisait état d'une prise en charge dans le cas d'une ATU restrictive, avec une prescription et une délivrance hospitalière, et le traitement était réservé aux patients présentant les maladies les plus avancées, c'est-à-dire les cirrhoses décompensées, les cirrhoses constituées ou les patients précirrhotiques. Les patients qui présentent un stade avancé pour lesquels il n'existe pas d'alternative thérapeutique appropriée, ou qui étaient sur liste d'attente de transplantation hépatique, ou éventuellement en cas de rechute après transplantation hépatique. Par conséquent, ça laisse un grand vide pour les patients usagers de drogue qui présentent une hépatite C n'entrant pas dans ces critères. Alors, quelle est la cause de ce recul ? Eh bien, la cause de ce recul est très probablement de nature financière. En effet, le coût du traitement de l'hépatite C, qui était déjà relativement élevé dans le passé, a tout simplement explosé ces 2 ou 3 dernières années. Et là, je fais référence à un travail du professeur Di Martino de Besançon, qui avait essayé un petit peu d'évaluer le coût du traitement si l'on prenait par exemple des patients ayant un génotype 3 non atteint de cirrhotique et chez qui on voulait éviter le traitement par interféron. Eh bien, si vous prenez par exemple 100 patients génotype 3 naïfs non cirrhotiques, qui étaient tout à fait comparables à ceux qu'on avait dans notre étude, que vous les traitez par exemple pendant 24 semaines par sofosbuvir et ribavirine, le coût sera de 96 000 €,
Sur ces 100 patients, vous allez en guérir 94, vous aurez 6 échecs, ce qui, par le simple biais d'une règle de 3, vous permet de chiffrer le coût d'une guérison à 102 000 €. Si l'on appliquait ce schéma aux patients traités par interféron, lorsque l'on utilise l'interféron, eh bien, vous prenez 100 patients génotype 3 naïfs non cirrhotiques. Si l'on fait 4 semaines d'interféron pegylairibavirine, 70% d'entre eux vont négativer l'ARN du virus C. On sait que 20 semaines supplémentaires d'interféron pegylairibavirine vont permettre 63 guérisons. Si à tous ceux qui sont considérés en échec, on leur proposait un traitement par sofosbuvir, interféron pegylairibavirine, au final, on obtiendrait un même nombre d'échecs avec un coût du traitement de 28 000 €. Donc, par conséquent, le traitement sans interféron a triplé le coût de la prise en charge. Alors, bien évidemment, ça ne va pas sans poser des problèmes de prise en charge, des problèmes, disons, de société plus généraux. Mais je pense que nous autres, qui prenons en charge les patients en XAPA, sommes confrontés à l'heure actuelle à de véritables difficultés. Alors, en conclusion, je dirais que le traitement de l'hépatite C chez l'usager de drogue est bien entendu indispensable dans les formes avancées de la maladie. Je suis convaincu, et j'espère que vous l'êtes aussi, qu'il est nécessaire dans tous les cas pour participer au contrôle de l'épidémie. L'interféron, bien que dans le passé, ayant permis de nombreuses guérisons, a été un frein à la diffusion du traitement chez les usagers de drogue, on l'a vu, en raison de ses effets secondaires. Les nouvelles molécules, indiscutablement, représentent une avancée majeure qui permet d'envisager l'éradication du virus de l'hépatite C, mais cette avancée majeure est obérée par un coût particulièrement élevé. Et il ne faut surtout pas oublier, dans cette population, le dépistage de la cirrhose et de ses complications, et notamment l'hépatocarcinome, et le suivi de la maladie alcoolique, souvent associée, qui restent des priorités de santé publique. Je vous remercie.